Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans notre invité. Une vraie crise dans le secteur de l'éducation nationale ou une énième perturbation organisée d'un secteur déjà vulnérable. Les syndicats autonomes et de l'éducation déjà en grève ou en voie de l'être entraînent une nouvelle fois une interruption de la scolarité des élèves. Les parents d'élèves crient leur ras-le-bol et craignent le pire, l'année blanche dans certaines wilayas du pays. Avec nous pour en parler, Madame la ministre de l'Éducation nationale, Madame Nouria Benrabeh, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors la rentrée scolaire s'annonçait pourtant calme, avec notamment un cycle de dialogue avec les partenaires sociaux. Que s'est-il passé soudain? Alors, peut-être, avant même d'entrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à exprimer toute ma désolation et mes excuses auprès de la société, auprès des parents, auprès des élèves, car depuis 2014, nous, de manière continue et permanente, nous faisons non seulement du dialogue et de la concertation, mais également de la résolution de problèmes, un principe de gestion et de gouvernance. Et je peux vous assurer que 2014, depuis en tout cas mon arrivée, je n'ai eu de cesse d'écouter, d'entendre, de réfléchir et de proposer des solutions avec toute mon équipe. Et comme vous venez de dire, malgré tous ces efforts-là, vous avez aujourd'hui un syndicat qui se lance depuis, qui s'est lancé, puisque maintenant c'est depuis le 27 novembre, au niveau de la wilaya de Blida et au niveau de la wilaya de Budjaya, dans une grève, et qui au départ était une grève localisée au niveau de la wilaya, et qui s'est lancée depuis le 30, donc dans une grève illimitée. Alors une grève illimitée, et notre problème, c'est le caractère illimité de cette grève. Donc nous savons tous que la grève perturbe le secteur. Mais même malgré ça, lorsqu'ils font une journée ou une demi-journée, ça n'a pas les conséquences que ça a sur les élèves, même s'ils sont minoritaires. Parce que je tiens à dire que si le retard a été accumulé dans la wilaya de Blida et dans la wilaya de Budjaya, pour l'ensemble des wilayas du pays, la perturbation a démarré depuis le 30. Donc c'est bien pour distinguer entre les deux situations. Et la principale revendication qu'ils ont mis donc sur leur agenda pour justifier le caractère illimité, c'est le problème de deux wilayas, ou en tout cas les questions posées au niveau de deux wilayas sur lesquelles ils se sont appuyés pour généraliser et mobiliser tous leurs adhérents au niveau du territoire national. Justement, comment des petites crises mineures peuvent déboucher sur une grève illimitée? Parce que vous avez d'ailleurs parlé du motif de cette grève du CNAPEST, pour le citer justement, ce syndicat. Vous avez classé ces crises dans le registre relationnel. Tout à fait. Alors, il y a deux choses. Il y a une analyse à faire d'un point de vue global au niveau du secteur et ce que nous avons constaté. Depuis maintenant, en fait, une année et demie, c'est que la récurrence des malentendus, la récurrence des tensions au niveau du secteur, à partir notamment de l'établissement, parce que c'est ça qui est important, et dans les relations entre les syndicats et la structure de la direction de l'éducation au niveau local, relève plus d'un problème de mésentente entre personnes que véritablement sur des questions de type professionnel. Mais alors ça ne devrait pas déboucher sur des grèves à ce moment-là? Ben, écoutez, c'est devenu pratiquement l'unique alternative pour tout le monde. Alors c'est soit la grève, et je ne fais pas la grève, si vous répondez à nos exigences. Parmi les exigences, en permanence, il y a le fait de mettre fin de fonction. Alors mettre fin de fonction à des directeurs de l'éducation,
à des chefs de service, à des directeurs d'établissement, à des enseignants, à des intendants. Donc cette récurrence nous a amené à nous pencher très sérieusement au niveau de l'évaluation pour voir effectivement qu'est-ce qui se passe au niveau du secteur. Et le constat majeur a lieu au niveau de deux éléments. D'abord, une absence ou en tout cas une très faible culture du dialogue et de la concertation à tous les niveaux. Et la seconde, c'est le fait de ne pas être imaginatif et qu'à chaque fois, le résultat, c'est le jusqu'au boutisme. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dialoguer et tout ce que je veux, c'est celui avec qui je ne m'entends pas, c'est celui-là que je veux qu'il disparaisse. Donc vous voulez dire que le CNAPEST exerce des pressions aujourd'hui sur votre département pour obtenir ce qu'il veut, ou alors c'est la grève? Pour distinguer et surtout pour quand même rendre hommage aussi à tous les partenaires de l'éducation. C'est que ce dont je parlais maintenant sur la dominante en matière de tension et quelles sont les raisons de ces tensions, en fait c'est une situation globale, elle n'est pas liée à ce syndicat. Ce syndicat n'a pas signé la charte d'éthique du secteur de l'éducation, il l'a fait volontairement. Et les autres se sont engagés. J'ai 8 syndicats sur 10 qui l'ont signé et j'ai 2 partenaires du côté des parents, la Fédération nationale des parents d'élèves et l'Association nationale des parents d'élèves qui, eux, ont signé cette charte d'éthique. Parce que l'enjeu, finalement, quand je suis arrivée en 2014, c'était l'enjeu de la stabilité afin d'asseoir un certain nombre d'éléments d'amélioration de la mise en œuvre de la réforme. Et très difficile, en même temps, par exemple, d'aller sur des questions de formation lorsque vous avez des établissements qui sont perturbés. C'est ce qui a motivé, en fait, notre préoccupation quant à signer quelque chose ensemble pour dire que, ensemble, nous allons aller vers cette école de qualité. Parce que la particularité de l'éducation, du secteur de l'éducation, c'est que l'éducation, vous ne pouvez pas travailler les uns contre les autres et vous êtes obligés de travailler ensemble. Et c'est pour ça que un des textes importants au niveau de l'éducation, c'est le texte sur la communauté éducative. Alors le texte sur la communauté éducative, d'ailleurs que nous avons actualisé et qui a fait l'objet en septembre, avec justement tous les partenaires sociaux, même ceux qui n'ont pas signé, donc en l'occurrence celui qui est en train de faire la grève aujourd'hui illimitée, ont donné leur point de vue, nous l'avons revisité et j'ai pris en charge 98% de leurs propositions. Donc ça signifie qu'en fait ce n'est pas un dialogue formel parce que chaque fois qu'il y a des positions et des propositions pertinentes, nous les prenons en ligne de compte. Alors maintenant, ce qui se passe aujourd'hui avec cette grève illimitée et le caractère donc illégal, parce que dans un secteur de l'éducation, on ne prend pas la décision d'aller vers une grève illimitée. Donc nous avons déposé plainte auprès du tribunal qui a réagi donc avec 3 décisions. Le caractère illégal, le second c'est la reprise immédiate donc du travail, et la troisième décision, celle de l'injonction de ne pas perturber le fonctionnement de l'éducation lorsque des vacataires et des contractuels sont pris. Comment réagit ce syndicat par rapport aux décisions de la justice? D'abord, sa première réaction était de fermer les portes au niveau de son siège. Donc, de ne pas accuser réception, c'est sa première attitude. Mais le tribunal, il a lui aussi son mode de fonctionnement et surtout son protocole. Et lorsque, à 2 reprises, en présence de l'huissier de justice, les portes étaient fermées, donc ils l'ont affiché au niveau de ce siège, ils l'ont affiché au niveau de l'Assemblée, au niveau en tout cas de l'APC. Alors, je les ai entendus dire, n'a jamais reçu, quand vous refusez, en tout cas d'accuser réception. Et ce mode opératoire qu'ils ont eu avec une décision de justice souveraine, ils sont en train de le reproduire aujourd'hui, et nous venons de lire sur les réseaux
qu'ils sont en train de donner des conseils aux enseignants grévistes pour qui nous avons entamé le processus de radiation. Et je peux vous dire que c'est au contrôleur financier, et pour certains, c'est déjà sorti du contrôleur financier parce qu'il faut qu'il y appose aussi sa signature. Et le conseil qui a été donné, je vous prends l'exemple d'hier à 2 h du matin, avec toute une liste de recommandations de ne surtout pas accuser réception de quelques documents que ce soit du côté de l'administration. Donc, nous sommes véritablement ici dans une configuration d'être en situation de désobéissance. Or, comment peut-on se targuer, comme le fait le chargé de la communication, d'un slogan de la République, parce qu'il l'utilise lui comme étant slogan, parce qu'en fait, la République, c'est des textes, c'est des règlements, c'est des obligations par rapport, en tout cas, aux différentes lois et règlements. Donc non seulement lui, en tant que syndicat, ont refusé d'accuser réception, mais aujourd'hui, ils sont en train de développer le processus pour que les enseignants grévistes ne puissent pas accuser réception, en tout cas, de la décision de radiation. Mais l'administration, il faudrait le savoir, parce que là aussi, il y a beaucoup de mésinformations, notamment au niveau de ceux qui sont concernés. Alors, les concernés, pour l'instant, c'est essentiellement les enseignants de la wilaya de Blida et ceux de Béjaïa. Ils représentent combien qui devraient être concernés par la radiation? 580. Au niveau de wilaya de Blida. Et voilà. Pour Béjaïa? Alors pour Béjaïa, le travail est en cours, et pour les autres wilayas, à partir du moment où la grève est considérée comme étant illégale, les enseignants qui se sont engagés dans ce processus sont considérés comme étant en abandon de poste. Donc là aussi, il a été donné instruction pour que des mises en demeure puissent être envoyées. Et là, on applique, pour ce qui nous concerne, totalement le canevas qui est déjà établi à travers la réglementation du ministère du Travail. Donc 580 enseignants vont être radiés du secteur de l'éducation nationale, mais vous dites que le dialogue reste possible. Comment peut-on analyser cette... Est-ce qu'il y a une liaison entre ces deux process? Pas du tout. Je considère que la machine... Pas sur le processus de radiation, c'est ce que je veux dire. Je veux dire que la machine administrative, elle est en marche. Et je pense que le respect des lois de la République et de la décision du ministère de la Justice, c'est d'aller justement dans la mise en œuvre de la radiation. Et par contre... sur le plan, disons, de la gouvernance et sur le plan de la gestion, de la concertation, oui, mes portes n'ont jamais été fermées. Je peux vous assurer que depuis que je suis arrivée, je n'arrête pas de discuter et de dialoguer avec l'ensemble de mes partenaires sociaux. Et c'est pour cela que je ne confonds pas entre les deux modes de gestion, la gestion administrative qui, elle, est en train d'aller jusqu'au bout, en tout cas, du canevas qu'il faut respecter pour donner, en tout cas, de la crédibilité à une décision de justice, et l'autre partie qui, oui, les portes sont ouvertes. Alors, juste pour donner un qualificatif au comportement de ce syndicat aujourd'hui, en l'occurrence le CNAPES, est-ce que vous diriez que c'est du jusqu'au boutisme ou est-ce que c'est de l'acharnement contre vous, personnellement, ou contre le secteur de l'éducation en général? Non, je ne pense pas que ce soit contre moi personnellement. Je pense parce qu'en fait, on est toute une équipe, et une équipe qui travaille d'arrache-pied, non seulement sur les dimensions pédagogiques, sur les dimensions de refonte, mais également sur le plan, en tout cas, de la gouvernance. Nous sommes en train d'achever le processus de... Vous êtes une équipe. Ah, je considère qu'on est une équipe. Vous savez, tout seul, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Hein. Et c'est le fait d'avoir une équipe mobilisée, mais en même temps, je tiens à remercier énormément de fonctionnaires au sein du secteur qui travaillent
et qui, même en période de perturbation comme on l'est aujourd'hui, qui sont présents sur le terrain, et aussi les parents. C'est vraiment je peux dire peut-être que c'est la première fois, en tout cas depuis que je suis là, que l'association des parents d'élèves et la Fédération nationale des parents d'élèves ont pris position et ont déposé plainte contre les bureaux locaux de ces syndicats. Je crois que la prise de conscience du fait de ne plus vouloir être victime d'un processus qui se décide ailleurs, sur des demandes à la limite qui peuvent se résoudre au fur et à mesure du temps, mais de prendre en otage les enfants, je pense que la Fédération des parents d'élèves avec l'Association nationale des parents d'élèves ont dit basta. De passer du statut de victime à un statut d'acteur est un signe extrêmement positif de cette prise de conscience, et aujourd'hui les parents eux-mêmes sont en train de réagir pour justement faire un appel aux enseignants grévistes, parce qu'il est important, c'est l'enseignant qui est au niveau de l'établissement, par rapport à un syndicat qui lui peut avoir des intentionnalités différentes. Au niveau de l'établissement, nous avons vu des parents faire presque du corps à corps avec les enseignants, dialoguer, discuter. Donc il y a un élément positif, en tout cas là-dedans, c'est que, et je peux parler de manière plus précise de la wilaya de Blida, où les parents d'élèves ont sillonné les établissements pour discuter et échanger avec les enseignants. Donc ce qu'il faut, et ce qu'il est important quand même de comprendre, c'est que nous ne sommes pas les uns contre les autres. Ce dont nous sommes contre, c'est le caractère illimité de cette grève. Et d'aboutir à des résultats où vous avez des enfants qui sont stressés, vous avez des parents qui le sont encore plus, et pire que cela, quand les élèves ne vont plus à l'école, vous savez, qui sont les principales victimes? C'est ceux qui n'ont pas les moyens financiers. Donc voilà une école publique pour laquelle l'État algérien investit énormément. Et nous avons un État social dont l'investissement dans le cadre de l'éducation est essentiel dans le cadre de la réalisation de ces objectifs de développement. Et vous avez une partie qui, elle, décide quand elle veut, au moment où elle veut, de perturber le process, de mettre cette catégorie qui n'a pas les moyens financiers de prendre ou d'aller vers des cours privés, et dans ces cours privés, souvent on trouve les enseignants grévistes qui privent cette catégorie du droit à leur scolarité et du droit à l'apprentissage pour le monnayer ailleurs. Donc c'est pour cela que les ponctions sont évidemment sans appel. La coordination des syndicats de l'éducation dénonce de son côté les conditions socio-professionnelles difficiles, et ce dans l'indifférence totale, disent-ils, des pouvoirs publics, pour citer le SNAPEST par exemple. Est-ce que vous comprenez qu'on revienne à des revendications qu'on croyait résolues il y a plusieurs années déjà? Je trouve que c'est totalement injuste. Injuste et injustifié. Parce que quand on fait le bilan sur les 10 dernières années, il y a eu énormément d'investissements. Et plus particulièrement sur les 4 dernières années, où on a travaillé plus particulièrement sur l'amélioration des conditions de scolarisation et des conditions socio-professionnelles des enseignants. Nous avons ensemble mené un bout de chemin pour résoudre les grands problèmes qui se posaient à la corporation. Et nous l'avons fait. Et je vous dis, en fait, on est passé cette dernière année, on est passé des problèmes collectifs plutôt à des problèmes individuels. Quand on était en train d'en parler, il est vrai que vous avez encore des gestions qui ne sont pas au mieux de ce qu'il faut faire dans un certain nombre de directions de l'éducation, dans un certain nombre de services, mais nous sommes présents. Nous avons ouvert tous les canaux.
Nous avons ouvert des boîtes email, non seulement au niveau central, amana.gov.dz, mais nous avons demandé à tous les directeurs de l'éducation d'ouvrir eux aussi des boîtes email pour que n'importe quel fonctionnaire qui souhaiterait, de là où il est, interpeller, poser des questions, remettre même en cause un certain nombre de décisions, ils peuvent le faire. Sans oublier les pages Facebook, le site web. Donc nous, sur la problématique donc du lien, parce que souvent quand vous entendez les syndicats, vous avez l'impression que rien ne se fait. Ben, je veux dire, alors on fait quoi? 9h, 10h jour, on ne fait quoi? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les syndicats aujourd'hui, parce que vous avez parlé un des points de leur revendication, ce sont les libertés syndicales. Alors moi, ce que je peux dire au niveau de l'éducation, c'est que ces libertés syndicales sont complètement assurées et nous leur donnons les moyens d'exercer leur liberté syndicale. D'abord, par la mise à disposition des fonctionnaires pour les syndicats, pour qu'ils deviennent des professionnels du syndicat et des professionnels en mesure d'identifier et de faire des propositions de résolution de problèmes. Le second point, nous mettons à leur disposition, pour l'écrasante majorité, des locaux, et c'est des locaux de l'éducation nationale. Et le troisième point, un délégué syndical qui est mis au service de l'organisation, se voit avoir le salaire même en période de grève et sa prime de rendement 100%. Tandis que quand un enseignant ou un fonctionnaire vient en retard... Ce sera le cas pour les 20 et 21... C'est un des points. C'est un des points qu'il pose. Alors les autres points qu'il pose, écoutez, nous avons pris l'initiative en 2015. Sur les libertés syndicales, le SATEF, par exemple, lui veut dénoncer l'atteinte donc aux acquis qui sont actuellement menacés, selon eux, avec notamment votre souhait d'interdire les grèves, avec un texte de loi. Anna, je suis, franchement, vous me retrouvez souvent très sceptique quand je les entends. Et la chose qui m'avait le plus surpris en 2014, dans les discussions que j'avais avec les syndicats, c'était leur réponse, disant la chose suivante: ne vous étonnez pas que ce que nous disons à l'extérieur, c'est pas ce que nous disons à l'intérieur. Vous savez, ça m'a toujours surpris. C'est-à-dire que leur volonté de mobiliser, selon eux, devrait s'appuyer sur une démarche qui est toujours de taper sur l'administration. Je veux dire, vous avez en face de vous un ennemi qui est l'administration et il faut absolument le montrer disons, à leurs syndiqués. Et quand je discute avec eux, ici, dans les salles de réunion, le dialogue est extrêmement serein. Nous définissons des calendriers, c'est important. Et je peux vous dire que depuis 2014, nous avons des commissions qui travaillent en permanence et au sein desquelles l'ensemble des partenaires sociaux font partie. Donc c'est pour ça que je trouve que développer un discours qui n'est pas celui de la vérité vis-à-vis de la société, à mon sens, ce n'est pas éthique et ce n'est pas moral. Donc par rapport à ce texte de loi que vous pourriez introduire pour interdire les grèves, vous en avez parlé vous-même, vous dites que c'est par rapport aux grèves illimitées? D'abord, le caractère illimité. Le fait de faire des grèves qui, elles, sont tournantes et illimitées, elles aussi. Le fait d'aller vers des modalités qui entraînent des perturbations, un blocage et un stress au niveau des élèves, c'est ça qu'il faut de nouveau regarder. Alors, je l'ai dit, ça a été une... Ça ne touchera pas la liberté syndicale. Ça ne touche pas du tout la liberté syndicale, puisque nous avons 10 syndicats au niveau du secteur, donc qui sont reconnus, donc il n'y a aucun problème. Et il me semble important d'avoir un pôle d'observation qui est différent que celui de l'administration et d'avoir non pas un contre-pouvoir, mais d'avoir un autre regard sur la gestion est fondamentale. Sauf que dans l'éducation, alors l'éducation, l'amélioration des résultats est également liée à l'entente de la communauté éducative. C'est-à-dire en fait,
souvent on utilise le terme de famille éducative, ce qui est vrai, est aussi important. Le chef d'établissement, le censeur, l'intendant, l'enseignant, l'inspecteur, le parent d'élève, le gardien qui ouvre et qui est la première personne, en fait, qui se retrouve en face des élèves et des parents. Donc toute cette composante est dans l'obligation de travailler ensemble et de trouver donc des voies d'entente et qui sont d'ailleurs établies réglementairement. Alors juste pour terminer sur ce volet des grèves, certains s'inquiètent un petit peu du devenir de la charte de l'éthique et de déontologie. Est-ce que vous pourriez envisager une charte New Look de déontologie pour fédérer peut-être ceux qui ne l'ont pas été pour la première en 2015 ? Vous savez, dans la société, la culture du dialogue et de la concertation est très peu ancrée dans la société. Et vous le savez bien, y compris dans les familles algériennes, on ne parle pas beaucoup, on agit, on adore nos enfants, on fait tout pour eux, on se sacrifie pour eux, mais on ne cause pas avec eux, on ne parle pas avec eux. Donc vous vous retrouvez comme ça dans le monde professionnel, vous savez, ce que vous n'avez pas acquis dans la prime enfance, vous continuez lorsque vous devenez adulte, sauf si il y a des formations particulières sur cela. Et je peux vous dire que depuis la rentrée scolaire, nous avons inscrit la problématique de la médiation comme étant un objet de formation sur lequel l'ensemble des fonctionnaires... Voilà. Donc elle reste de mise, cette charte d'éthique. Les syndicats et les parents d'élèves ont mis presque une année pour la rédiger. Elle est d'une très grande actualité. Vous avez souvent parlé des difficultés de compréhension des élèves donc, dans nos écoles, et vous avez dit que l'école aujourd'hui a identifié les outils pour pallier à ces problèmes. Quels sont ces outils justement, très concrètement, Madame Grabri ? Alors, vous savez, il y a eu des évaluations internes, il y a eu des évaluations externes. Donc, dans les évaluations internes, ça a été l'analyse des copies des examens. Et sur l'externe, c'est le programme international de suivi des acquis scolaires, dont les résultats, nous les avons eus en 2015. Et ces résultats, donc, attestent que les difficultés sont au niveau des langages fondamentaux, et pour ce qui nous concerne, donc la langue arabe, les mathématiques et la culture scientifique. Alors nous avons tenu une conférence nationale à Gherdaya, et de cette conférence nationale, des inspecteurs, des enseignants, des universitaires, des chercheurs se sont mis autour de la table pour élaborer et construire des produits et des ressources pédagogiques pour les mettre au service de la formation. Alors, quand on dit qu'on a aujourd'hui, oui, nous avons des alternatives, oui, nous avons y compris le contenu qu'il faut mettre dans le cadre de ces alternatives. Et le troisième point, nous avons identifié des priorités. Alors, vous savez, depuis 2014, on a mis le primaire comme étant véritablement le cycle qu'il fallait investir. La première et deuxième année, et dans le primaire, la première et la deuxième année. Le constat, c'est là que tout se joue. C'est là que tout se joue, et on a constaté qu'il y a eu une accumulation de difficultés au niveau du primaire, qu'il continue encore à porter au niveau du collège. Et c'est pour ça que le taux de déperdition, le taux d'échec est important. Alors, un plan national de formation sur 3 ans qui toucherait l'ensemble des fonctionnaires de l'éducation, 700 000 au total. Cela veut dire quoi concrètement ? Tout le monde va être formé. Si je prends, et parce que ça étonne parfois, si je prends le gardien d'école. Quand on est gardien dans une école primaire, ce n'est pas comme on est gardien dans une entreprise économique. Donc lui aussi a besoin, évidemment ce n'est pas le même temps de formation, mais on a besoin aussi avec lui d'attirer l'attention sur les dimensions de rapport à l'enfance. Nous avons des lois de protection de l'enfance, mais ils ont besoin eux-mêmes de comprendre ce qu'il y a lieu de faire. Donc on les forme. Nous avons, si je prends l'exemple de l'entretien,
c'est notre point faible. L'entretien dans les établissements. Alors, ce que je trouve remarquable, c'est que nous avons des fonctionnaires qui sont dans des syndicats, qui se sont proposés de contribuer avec nous à la formation, en tout cas, de ce qu'on appelle les factotums dans les établissements et qui prendraient en charge l'entretien, par exemple, des chauffages. Et qui a l'air de rien. Et pour les enseignants, alors pour les enseignants, c'est notre priorité, même si nous avons programmé l'ensemble des fonctionnaires. Alors pour les enseignants, en fait, leur formation, elle passe aussi par la formation des inspecteurs. Et ce qui est fait depuis maintenant 2 années, c'est la prise en charge quasiment régulière et continue du corps des inspecteurs sur l'ensemble des thématiques. Alors, c'est des formations que nous faisons dans le cadre de la coopération, mais également dans le cadre de la collaboration avec les universités, nos universités. Et le programme, nous avons ciblé, alors ça va de la question de la didactique des disciplines. Nous avons donné une priorité à la didactique de la langue arabe. Et là, nous remercions beaucoup de la disponibilité du président du Haut Conseil de la langue arabe dans le cadre de ces opérations, également sur la langue tamazight et évidemment sur les mathématiques et la culture scientifique. À propos de l'enseignement de la mazérité chez nous, sa généralisation, sa promotion dans toutes ses dimensions, le secteur de l'éducation joue parfaitement son rôle aujourd'hui. À quand donc la parfaite généralisation de la mazérité avec la formation et d'abord le recrutement de 300 enseignants, c'est bien cela? Tout à fait. Et donc on aura un enseignement généralisé à travers tous les établissements scolaires sur le territoire national. Pour quand, Madame Benrabri? Alors écoutez, nous sommes vraiment dans un processus. Et dire que nous sommes dans un processus, nous faisons des efforts à tous les niveaux. Vous savez, quand vous passez de 14 à 38, et de 38, notre objectif c'est d'aller à 48, mais ce n'est pas simplement d'élargir l'enseignement de tamazight à toutes les wilayas, mais notre ambition c'est de renforcer cet enseignement à travers les établissements. Alors, l'attitude pragmatique qui est celle, en tout cas du ministère de l'Éducation, avec un effort soutenu concernant, en tout cas, l'intégration de notre patrimoine historique, non seulement à travers le manuel d'histoire, mais à travers le manuel d'arabe. Nous avons introduit des prénoms qui n'existaient pas. Nous avons également, à travers Yanaïr, déjà depuis l'année dernière, nous lui avions donné une posture au sein de l'éducation qui est celle de... d'abord une logique de renforcement avant la génération. Tout à fait, tout à fait. Mais on procède des deux. Hein. On renforce et on s'élargit. Pour arriver à la généralisation, c'est un double processus. Il n'y a pas d'agenda très précis pour... Alors, sur ça, honnêtement, je pense qu'il y a une disponibilité des pouvoirs publics, et vous venez de le dire. Nous avons, pour la rentrée prochaine, mis à notre disposition 300 postes d'enseignement de la langue amazigh, en tout cas au niveau du primaire. Donc ça, c'est un excellent signe, et je suis persuadée que les efforts portés en commun, y compris par le HCA, afin de sensibiliser. Et vous savez, seul pour la langue amazigh, nous n'appliquons pas les critères pour l'ouverture d'une classe. C'est-à-dire que quel que soit le nombre qui nous est proposé, à partir du moment où il y a la manifestation d'une demande, les DE savent qu'elle est acceptée. Madame Nouria Benrabri, je rappelle que vous êtes ministre de l'Éducation nationale. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'émission sera rediffusée demain après le journal de la mi-journée. Elle vous sera proposée sur le replay sur notre page Facebook, notre invité, Canal Algérie. Et puis j'espère vous retrouver la semaine prochaine en meilleure forme. Très bonne suite des programmes. Bonsoir.